Aujourd'hui à la bourse des yo-yo quasiment toute la journée. Tu m'en achètes 50 000 1 700 000. Le café dans le rouge. Bonjour et bienvenue in situ, là où bat le cœur de l'économie. Nous sommes dans le port de Rouen et dans quelques jours, ce sont les fêtes de Pâques. Alors depuis un mois, chaque semaine, débarquent ici porte-conteneurs et vraquiers venus tout droit de Côte d'Ivoire, du Brésil ou encore du Ghana. À leur bord, des milliers de tonnes de fèves de cacao, car oui, la demande est forte, de plus en plus forte. En cette période de fête, cette année encore, 15 000 tonnes de chocolat seront vendues, englouti en 2 jours à peine, un secteur donc où tout a l'air d'aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et pourtant, il y a 3 ans, les experts tirent la sonnette d'alarme. La pénurie guette, trop de demandes face à une offre de plus en plus rare. Si rien ne change, ils prédisent même la disparition pure et simple du chocolat d'ici à 2050. Le chocolat a donc aujourd'hui la tentation du luxe. En cause, tout d'abord, une consommation mondiale qui explose. Plus de 4 millions de tonnes de cacao l'année dernière, un tiers de plus qu'il y a 15 ans. Oui, de nouveaux adeptes sont apparus. Les Indiens, les Japonais, mais surtout les Chinois. En Chine, le chiffre d'affaires du chocolat a doublé en 5 ans. Il devrait atteindre 6,2 milliards de dollars d'ici 2020. Et quand 20% de la population mondiale se met à manger du chocolat, l'inquiétude grandit. Les plantations de cacao sont trop petites, pas assez productives pour répondre à cette demande. En cause encore, le réchauffement climatique. Si les températures augmentent de 2 degrés comme c'est prévu dans les 30 ans à venir, les 2 pays qui assurent plus de 70% de la production mondiale, la Côte d'Ivoire et le Ghana, n'en produiront plus, tout simplement. Dès l'annonce de cette possible pénurie, les prix se sont envolés, plus 40% en 1 an. En apparence, tout a été assez indolore pour nous. Pourtant, la planète chocolat a bien tremblé, sévèrement tremblé. Alors je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé d'agir. Nous plongerons dans les secrets des plus grandes chaînes de fabrication de chocolat industriel. Le leader français a accepté de nous confier ses stratégies pour survivre à cette catastrophe annoncée. Eux sont croqueurs, artisans chocolatiers de haut vol ou encore chocologues. Ils ont inventé leur métier et veulent donner tous les codes du luxe au chocolat pour remporter des parts de marché. Des personnalités hors du commun, vous verrez. Comme toujours, dans cette émission, vous découvrirez ce qui révolutionne nos habitudes de consommation. Entre les mains de ces tout nouveaux venus dans le secteur, le chocolat devient essentiel pour une vie saine et équilibrée et parfois même une œuvre d'art. Des paris risqués mais passionnants. Mais tout de suite, découvrez la face cachée de ce port de Rouen, première porte d'entrée française pour les fèves de cacao du monde entier. C'est ici que commence notre voyage au cœur d'un business en péril. Regardez. Nous sommes ici dans le triangle d'or du chocolat. Le port donc, et tout à côté, les 2 groupes transformateurs de fèves les plus puissants au monde, le suisse Barry Callebaut et l'américain Cargill. Ce sont eux qui fournissent les géants du chocolat industriel. Ferrero, Lindt, Mars, Nestlé ou encore Cadbury, en poudre, enrobage, garniture et beurre de cacao. Et à quelques kilomètres de là, cette entreprise de logistique où tout se joue pour les milliers de tonnes de fèves tout juste débarquées sur nos côtes. Près de 900 tonnes ce matin. Et derrière cette porte, c'est le choc. Incroyable. Oui, après les annonces alarmistes de pénurie, impossible d'imaginer ce gigantisme. Pourtant, ce sont bien 25 000 tonnes au plus fort de la saison qui arrivent dans ce hangar. Ces fèves sont injectées au plus vite dans les plus grandes chaînes de fabrication industrielle. Ici, malgré toutes nos tractations, aucun de ces groupes n'accepte de donner des explications. Ils ont dans le sang le culte du secret, nous dit-on. Alors,
rendez-vous avec une spécialiste française des matières premières. Claire Fage était en Côte d'Ivoire quand la planète chocolat s'est ébranlée. C'était il y a 3 ans. C'est là qu'on n'y comprend plus rien. Il y a 3 ans, on a des experts qui nous annoncent une pénurie et il n'y a pas de pénurie. C'est surtout l'industrie, donc les transformateurs de cacao, ceux qui achètent les fèves, qui avaient intérêt à ce que les producteurs produisent de plus en plus de cacao pour ne pas en manquer et surtout pour ne pas payer les fèves très cher. Et donc l'industrie s'est mise à encourager les producteurs à produire. Et puis les prix se sont emballés, donc ça a encouragé les producteurs à produire. Et puis il y a eu un retournement brutal du marché. À partir de l'été 2016, les prix se sont effondrés parce qu'on a compris que la Côte d'Ivoire allait avoir une production énorme de fèves de cacao. On n'avait pas vu ça venir. Mais pour autant, nous consommateurs, on ne paye pas le chocolat moins cher. Vous savez très bien que le cacao, les fluctuations à la hausse vont souvent plus vite que les baisses de prix pour le consommateur, c'est clair. Mais vous avez peut-être remarqué que dans les supermarchés, les recettes des plaquettes de chocolat, des produits à base de chocolat, on y mettait de plus en plus d'autres choses, des fruits secs, du caramel. Vous voyez, on diminuait la quantité de chocolat, de cacao dans les produits à base de chocolat. Parce qu'il y a eu annonce de pénurie, il y a eu flambée des prix, donc les transformateurs se sont adaptés, la ressource première était trop chère, on en a enlevé un peu, on a mis des fruits comme... Exactement, et les industriels ont encouragé les producteurs à produire toujours plus. Résultat, aujourd'hui, on produit trop. Ce que l'Organisation internationale du chocolat a appelé le démon de la surproduction. Un démon qui a fait baisser la tonne de fèves de 3 400 à 2 000 $, qui a fait passer un pays en plein chaos à l'annonce de la pénurie, avec des vols de fèves, des braquages de camions acheminant le nouvel or noir, très rémunérateur, à un pays au rendement jamais atteint jusque-là, au prix dérisoire. Depuis 3 ans, le cours du cacao baisse inexorablement. Sauf qu'il y a de l'humain derrière tout ça, et vous l'avez vu. C'est vrai que les planteurs que j'ai vus qui avaient le sourire jusqu'au milieu de l'année de 2016, jusqu'à l'automne 2016, ils ont vu le prix de kilo chuter fortement l'année suivante. Pour eux, ça a été un gros revers. Les pays producteurs sont tombés dans le piège. Ils sont tombés dans le piège de la surproduction. C'était très rémunérateur, donc ils ont produit de plus en plus. Et donc finalement, le danger, c'est quoi? C'est ce qui se passe aujourd'hui? On a gagné plus de 500 000 hectares de cacaoyers grâce au fait qu'on a défriché, y compris des forêts classées en Côte d'Ivoire. Et c'est le gros scandale qui a émergé donc, il y a quelques mois. C'est-à-dire que finalement, le cacao, on en a produit plus aux dépens de l'environnement ivoirien. Le secret bien gardé, le voici donc. Le scandale éclate en septembre dernier. Une ONG dénonce la face obscure du chocolat. Une grande partie de ce que nous consommons proviendrait de parcs et de forêts protégés. Pourtant, cette année encore, près d'1 million de tonnes de chocolat sortiront de ces usines. Une vision donc à court, à très court terme, pour les géants du chocolat. Pourtant, impossible de faire la sourde oreille. Découvrez à présent comment le leader français qui depuis un siècle surfe sur sa réputation bon marché tente de s'acheter une nouvelle image, de se repositionner pour rester compétitif. Ils nous ont exceptionnellement ouvert leurs portes, direction Perpignan. À Perpignan, dans l'atelier du maître chocolatier meilleur ouvrier de France, Olivier Bajard, se prépare la collection gourmet pour Pâques. Des produits d'excellence. Donc là, on va essayer de ne pas mettre de traces de doigts pour faire les montages. Pour cet artisan, tout commence par les saveurs et les arômes de la matière brute. Voilà, là, on est sur des pistoles. Moi, j'ai tendance à dire que c'est toujours le caviar, en fait, le 100%, c'est toujours le caviar du chocolat. Un caviar, et c'est plutôt inattendu, tout droit sorti d'une usine du groupe Sémois, le géant français du chocolat industriel basé à Perpignan. Un potentiel de 2 millions de tablettes par jour, toutes gammes, toutes couleurs. Olivier Beauvais est l'un des 350 salariés de cette usine, responsable production depuis 10 ans.
Il suit pas à pas chaque étape, à commencer par le conchage, le brassage du cacao pour l'affiner. Ça se présente bien, ouais. On voit les patates qui se forment. On est en conchage à sec. Donc là, ce qu'on recherche, c'est avoir les patates qui vont faire que le travail va bien s'effectuer. Et il y a 6 tonnes de chocolat là. Olivier veille sur un carnet de recettes de près de 600 références. C'est moi produit en toute discrétion pour des dizaines de clients français ou européens. 80% des tablettes de marques distributeurs sont élaborées ici. Du chocolat noir haut de gamme ou premier prix, garantit 100% pur beurre de cacao. Le premier prix, ça va être exactement la même masse de cacao que pour notre haut de gamme. C'est la même fève, torréfiée de la même façon. La seule différence qu'on va retrouver dans ces produits-là, c'est qu'on aura plus de sucre et moins de pourcentage de cacao. Vendue sous le nom des distributeurs, la marque C'est Moi est invisible sur les tablettes que l'on trouve en grande surface. Sans le savoir, tout le monde a dans son placard du chocolat produit dans cette usine. Moi, je le sais. Quand je fais par exemple mes courses et que je tombe sur le produit, évidemment, sur lequel j'ai travaillé, alors je me dis, bah oui, tiens, oui, je suis assez fière finalement. La fierté du groupe, c'est aussi son choix d'approvisionnement. Dans ces cartons, la masse brute de cacao livrée par bateau directement depuis la Côte d'Ivoire pour l'essentiel. C'est Moi y a développé ses propres usines depuis plus de 20 ans. C'est l'or noir. C'est un lingot de 25 kilos. Alors c'est de la pâte de cacao pure qui vient de Côte d'Ivoire. Le business model du groupe, c'est des plantations jusqu'aux consommateurs. Sur la Côte d'Ivoire, on a des centres de collecte de cacao en pleine zone de production. Ensuite, on va les amener dans nos usines en Côte d'Ivoire. Et ensuite, on va les envoyer dans nos usines en France pour faire du chocolat et ensuite des tablettes et de la confiserie. Maîtriser l'origine et la qualité de la matière première, le choix de l'autonomie et de l'indépendance pour le PDG Patrick Poirier. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour. Il a pris la suite de son père et de son grand-père à la tête du groupe familial. On va déguster les masses du jour. Oui. Ils lui ont transmis plus qu'une entreprise, une véritable passion et un art de la dégustation dès son plus jeune âge. Très tôt, je sais pas, 7-8 ans, c'est tôt ou pas J'ai fait un petit passage aussi en Côte d'Ivoire et puis c'est un petit peu le rituel du matin. Quand on est à Abidjan, on goûte la production de la veille. Donc c'est vrai que goûter la masse de cacao, c'est quelque chose un peu spécial. C'est pas sucré du tout. Donc il y a vraiment un goût de cacao très pur. C'est ma préférée parce que justement il n'y a pas trop de sucre. L'industriel peut avoir une connotation un peu péjorative en France. Je pense que l'industriel, c'est un artisan qui a grandi. Donc on reste sur une méthode, la fabrication du chocolat, du cacao n'a pas évolué depuis les années 1900. Ce qu'on vous verrez dans l'usine, c'est des machines qui ont grandi, mais je dirais la technologie n'a pas bougé depuis 2 siècles. 200 ans de savoir-faire que revendique C'est Moi, en s'appuyant sur l'histoire de la chocolaterie perpignanaise Cantalou Catala, créée au XIXe siècle. Elle est rachetée par le grand-père de Patrick Poirier dans les années 60 et c'est aujourd'hui le siège social du groupe. Un artisan qui a bien grandi, il possède aujourd'hui 10 usines en France et se lance sur un nouveau marché, celui du chocolat noir, haut de gamme. Puis on suit les tendances de consommation, donc on a un consommateur qui veut des chocolats plus raffinés, plus haut de gamme. Donc on va monter en teneur cacao, on va travailler beaucoup en assemblage de différentes origines de cacao, de différentes masses de cacao, pour obtenir le goût que demande le consommateur d'aujourd'hui et celui de demain. On a des vrais projets autour de la gamme C'est Moi bio, qui vont sortir bientôt. Vous ne pouvez pas nous en dire plus là? Non, secret d'État. Un secret bien gardé dans le laboratoire recherche et développement où le numéro 1 du chocolat industriel français innove, explore, mais protège aussi les recettes de ses produits phares. On a toujours des produits traditionnels qu'on chérit. On a bien sûr l'ourson guimauve. On pense toujours que c'est un produit enfant. Non, c'est un produit pour adultes régressif. Et qui n'a jamais croqué un ourson guimauve? Depuis 50 ans, il fait saliver toutes les générations. Attentif aux attentes de ses clients, C'est Moi préserve les saveurs d'enfance. Elle n'est pas gourmande. Non, pas du tout. Vous souvenez-vous du Malakoff, cette petite barre pralinée, goûtée de nos grands-mères? Interrompue, sa production a été relancée il y a moins de 10 ans sous la pression de consommateurs. On a étudié la question, bien évidemment, fait un test grandeur nature à Perpignan pendant 3 jours. C'est le seul produit qu'on ait vendu, 1 tonne en 3 jours. Cultiver le goût de l'enfance, conquérir les fins gourmets, le groupe joue sur une large gamme. Une gamme qui reste accessible en boutique ou en grande surface à tous les palais et tous les porte-monnaies.
Les deux plus grands consommateurs au monde de chocolat sont les Allemands et les Suisses, avec plus de 11 kilos par an, loin devant les Français, qui en dévorent tout de même 7 kilos. Et sur ces 7 kilos, seulement 35 grammes sont issus du commerce équitable. Alors on pourrait se dire, ça le temps pour investir dans le chocolat. Et pourtant, comme souvent, quand un secteur est en pleine mutation, il y a tout à repenser, à recréer, et cela stimule des entrepreneurs. Ils ont un point commun, l'exploitation marketing de la rareté. Entre leurs mains, le chocolat devient précieux et cher, très cher. Et les consommateurs sont prêts. C'est simple, le chocolat en France représente 3,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec une valeur en hausse de 2,1%. Mais un volume en baisse de 0,9%. En clair, nous consommons moins, mais de meilleure qualité et pour plus cher. Les grands gagnants donc, les chocolats à forte teneur en cacao. La tendance s'installe. Si 80% du chocolat est vendu en grande distribution, les chocolateries et autres magasins spécialisés ne représentent encore que 20% du marché, un chiffre en constante progression. Oui, ce sont bien eux qui pourraient profiter de la nouvelle donne. Alors nous sommes allés à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui font tout pour que le chocolat devienne le nouveau must de la gastronomie française, du luxe à l'état pur. Mode, cinéma, littérature, gastronomie, dans toutes les disciplines d'excellence, la course au prix vient jalonner la carrière des artistes. Eh bien, les chocolatiers aussi ont leur palmarès. L'une des plus célèbres récompenses, celle rendue par le Cercle des Croqueurs. Et c'est à Paris que ça se passe. En plein cœur de la capitale, une soirée très privée qui rassemble des fondus de chocolat. Depuis 37 ans, ces passionnés se retrouvent tous les 2 mois pour une séance studieuse, au cours de laquelle ils dégustent les créations des plus grands chocolatiers français. Vraiment parfait. Pendant 1h30, les croqueurs de chocolat goûtent, notent, débattent. Moi j'ai compris que c'était de la réglisse plutôt. Oui, c'est bien la réglisse pour moi. Puis recommencent, après s'être rincé la bouche avec de l'eau et du pain, pour ne pas altérer le goût. Fais attention déjà à la couleur, savoir si c'est terne, mat ou brillant. Et surtout, moi je le sens d'abord, parce qu'il faut que ça sente le chocolat et qu'il y a un arôme déjà, rien qu'à sentir. Dans ce club très fermé, 150 membres, pas un de plus. Et pour y entrer, la liste d'attente est longue. Il faut obtenir 2 parrainages. Ici, pas de professionnels, mais des amateurs très avertis. C'est léger, fin, et c'est ce qui donne ce côté très délicat. Élastique un peu, tu vois. Ce soir-là, les croqueurs se réunissent autour d'un thème. Les nouveautés des chocolatiers. Chaque année, ils organisent également une dégustation à l'aveugle pour dénicher les perles rares. Ils publient un guide répertoriant les meilleures adresses et remettent des récompenses aux chocolatiers qui ont su faire la différence. On cherche, on est des chercheurs et des découvreurs de talents, des nouveaux talents. C'est avec un grand plaisir qu'on les accompagne, qu'on les aide à pouvoir avoir un regard sur eux. Version originale, c'est le plateau rectangulaire. Vous commencez par le carré lait et vous suivez ensuite le 6 carrés noirs avec un seul trait, le carré avec un trait et le reste. Alexandre Verrier et Maxime Olivier viennent présenter pour la première fois leurs bonbons de chocolat. Ils ont ouvert une boutique en région parisienne il y a seulement 4 mois. Donc moi, ce que j'attendais de cette dégustation au Club des Croqueurs de chocolat, c'était un retour sur mes produits, plutôt des critiques négatives pour me permettre de progresser et d'améliorer ce que je fais aujourd'hui. Sur 4 bonbons, il y en a 2 qui n'ont pas été entre guillemets critiqués, et ça permet aussi de se situer, de se dire que on a quand même une stabilité sur notre travail. Le club des croqueurs de chocolat avait été créé par 4 amis juste pour s'amuser. Il est aujourd'hui devenu incontournable dans le milieu. Chaque fois qu'un chocolatier est dans le guide des croqueurs de chocolat, c'est 15 à 30% de chiffre d'affaires en plus. Chaque fois qu'un nouveau chocolatier décide de mettre au point un nouveau bonbon, il fait appel à nous pour avoir un avis. Nous sommes les représentants des artisans en France du chocolat français.
Et parmi ces artisans chocolatiers très appréciés par le club, il y a Olivier Vidal. Nous le retrouvons à Auxerre en Bourgogne, où il a ouvert sa boutique il y a 6 ans. Les croqueurs l'avaient démarché pour goûter ses créations. Résultat, il a obtenu le prix de l'excellence en 2016 pour ses 4 bonbons de chocolat. Et une ganache au jus de yuzu. Ça fait toujours plaisir en fait, parce que bon, c'est quand même un prix qui est décerné. Il y a quand même des grands chocolatiers qui participent au guide. Donc on va dire, bon, ça fait plaisir. Mais bon, ça fait pas tout non plus. Sa réussite, il la doit à son travail. Stéphane, vous allumez en robeuse? Parce qu'on vient de récupérer une petite commande d'escargot. Okay. C'est dans cet atelier qu'il fabrique ses chocolats et veille à ce que chacune de ses créations soit du haut de gamme. Il faut toujours beaucoup de tentatives avant de trouver la formule parfaite. En fait, il faut que dans la bouche, ça soit harmonieux. Quand on déguste quelque chose, il faut que en fait, les parfums ils tournent et que ça soit agréable en bouche. En fait, il faut que ça raconte une histoire. Parce que bon, des fois, on goûte des choses, ça raconte une histoire, mais pas la bonne. Elle est mauvaise, l'histoire. Donc, faut que ça soit agréable, en fait. Alors, on remet un petit peu, on va augmenter un petit poil. Vas-y. Ce métier, c'était pour lui un rêve d'enfant. Sa vocation. Un métier pour lequel il s'est beaucoup investi personnellement, notamment à travers différents concours. Coupe de France, Coupe du Monde, épreuves régionales, mais surtout meilleur ouvrier de France. Un titre très convoité qu'il décroche en 2007, dès sa première participation. J'aime le challenge. On aime la compétition, on aime le défi. Donc c'est se mettre aussi en danger pour réaliser ce concours. Donc, après, on aime la compétition, on l'aime pas. En fait, ça, c'est en soi. Depuis 6 ans, il compte chaque année de plus en plus de clients et se déplace même au Salon du Chocolat à Tokyo pour promouvoir ses créations. Sans cesse, il recherche l'excellence. Là encore, tout un défi. Merci. La difficulté, c'est d'être régulier tous les jours, en fait. Du 1er janvier au 31 décembre, avoir la même régularité dans le produit, dans le suivi. Et c'est ça qui est le plus dur, en fait. Je les mets dans la réglette et tu... Oui, je les mettrai dans la boîte. Pendant qu'Olivier Vidal côtoie les sommets en toute simplicité, à Paris, le Club des croqueurs de chocolat poursuit tout au long de l'année sa quête de nouveaux talents. Des prix décernés, mais aussi des records enregistrés, comme celui du chocolat le plus cher. L'année dernière, un chocolat à 5 500 € le kilo, venu d'une toute petite entreprise équatorienne, produit à partir de très rares fèves de cacao. Sa production a nécessité 36 étapes, toutes réalisées à la main. Oui, comme tout produit de luxe, l'un des ingrédients essentiels pour vendre cher, c'est le storytelling qui va avec. L'histoire d'un chocolat ou celle de celui qui le façonne. Qu'est-ce qui peut bien attirer ses clients venus du monde entier dans cette petite boutique en plein cœur de Paris? Qu'est-ce qui les pousse à débourser 120 € pour un kilo de chocolat? 7 € pour une part de millefeuille, d'opéra ou de tarte au chocolat, sans fioriture ni décoration, à l'allure si simple et brute. Eh bien, c'est peut-être qu'ils sentent, en les goûtant, le destin hors norme de cet homme-là. Quand j'étais gamin, à l'âge de 4 ans, mon père m'a demandé ce que je voulais faire. Et moi, je lui ai dit, je veux faire de la danse et du théâtre. Et mon père m'a dit, pas de pédé à la maison. À 4 ans, c'est vrai que tu sais ce que c'est qu'un pédé, tu vois. Mais bon. Il s'appelle Jacques, et ses blessures, il les livre comme ça. Aussi brutalement que ça. Il y a 6 ans, il me redemande. Je lui ai dit, bah écoute, je veux faire de la recherche. Et là, il est plutôt fier, il me dit, pourquoi de la recherche? Je lui ai dit, parce que je veux inventer d'autres parents. Là, j'ai pris une raclée. Des parents alcooliques et violents, une enfance douloureuse, pleine de privations, sans joie ni plaisir, dans le froid des Vosges. À 13 ans, son quotidien, ce sera les abattoirs. Le petit mal-aimé devient apprenti équarrisseur. De l'âge de 13 ans jusqu'à 19 ans,
j'étais en survie. J'existais, mais voilà quoi. Puis un jour, tu arrives à Paris et là, ça c'est fabuleux. Sur un coup de tête, à 19 ans, le petit gars des Vosges débarque à Paris. Le ciel s'illumine d'un coup. Une scène va changer sa vie. J'ai une image qui m'est vraiment restée en tête. C'est de voir cet homme sortir d'une boulangerie-pâtisserie et prendre son flan. Et au moment où il croque dans le flan, je sens... Et d'un coup, le type arrête ses mâchoires et comme si ça pesait. Et je me suis dit, voilà ce que je veux faire. Jacques se fait alors embaucher dans les cuisines des plus grands chefs parisiens. Le petit apprend vite, très vite le métier. L'autorité, la dureté, il connaît. Gastronomie, pâtisserie, Jacques se fait remarquer. À 32 ans, il est repéré par le plus grand pâtissier chocolatier de l'époque, Robert Lynx. Le deal entre les deux hommes est clair. Jacques relance la pâtisserie et en contrepartie, il pourra toucher au sacré des lieux, le chocolat. Mais rien ne va se passer comme prévu. Au bout de 4 ans, je lui ai dit, bon, je crois avoir fait ce que je vous avais dit. Je vous ai créé l'éclair, je vous ai créé les citrons, la galette au chocolat, je vous ai créé tout ce qui existe chez vous. Maintenant, j'aimerais toucher au chocolat. Et là, en fait, j'ai M. Lynx qui me dit clairement, il faudrait que je sois stupide de vous faire quitter la pâtisserie. Et à partir de là, j'ai dit, bon, bah écoutez, c'est très bien. Merci, monsieur, au revoir. Pourquoi vous vouliez tant y toucher au chocolat? J'ai fait du chocolat pour que ma fille ait les plus beaux anniversaires. Quand elle était petite, par exemple, Alice au Pays des Merveilles, je lui avais refait les cartes, la reine, enfin et compagnie, tout en chocolat. J'en profitais, moi, de ne pas avoir eu d'enfance. Comme ça, je rattrapais mon enfance. Avec son chocolat, Jacques, l'écorché vif, se répare. Sa personnalité, aussi brute que ses pâtisseries, séduisent. Il est aujourd'hui l'un des 10 meilleurs pâtissiers chocolatiers français, reconnus dans le monde entier. Mais que reste-t-il aujourd'hui du petit gars des Vosges? Une colère contre la déshumanisation, avec les mots qui vont avec. Pourquoi est-ce que vous dites, vous, que les supermarchés, c'est des partous générales? Pourquoi c'est des partous générales? D'abord parce qu'on vous ment sur le produit. Ouais. On vous ment sur la qualité du produit et surtout sur le prix. C'est-à-dire, on me dit qu'on me vend du chocolat et c'est pas du chocolat? On vous vend un chocolat de basse qualité, un produit de basse qualité à des prix, pour le peu, énormément chers. Parce que si vous ramenez cette tablette de chocolat au kilo, vous apercevez que vous payez entre 70 à 90 euros du kilo. La boîte de 1 kilo, on la vend 120 euros du kilo. À 30 euros de différence, vous avez un produit qui est 10 fois supérieur à ce que vous mangez en grande surface. Et là, effectivement, là, on vous partouze. Et en plus, vous n'en avez pas la jouissance. Vous n'avez même pas le plaisir. Vous croyez en avoir le plaisir, mais vous en mangez une telle quantité pour enfin découvrir le goût du chocolat. Ce qui fait que vous consommez 2 fois plus pour moins d'intérêt. Et si je vous dis que vous avez fait du chocolat un produit de luxe, vous êtes d'accord ou... Sincèrement, aujourd'hui, je prends par exemple un fumeur. Il va dépenser 7 euros par jour pour fumer un paquet de cigarettes. Même quelqu'un qui n'a pas de grands moyens va dépenser 7 euros. Il vient ici, il peut acheter pour 7 euros. Et ça lui fera certainement plus de bien qu'un paquet de cigarettes. Donc, tout le monde a cette possibilité-là. Mais franchement, le petit gamin des Vosges, tiens, puisque c'est ce que vous étiez il y a quelques années, le petit gamin des Vosges qui passe là, il peut pas venir se payer un chocolat ici. Le petit gamin des Vosges, moi quand j'ai des gamins qui viennent ici et qui viennent m'acheter 1 ou 2 caramels, on les prend et on leur offre. Aujourd'hui, Jacques a 2 boutiques à Paris, travaille toujours 7 jours sur 7, emploie 40 personnes. Mais chez lui, les petits jeunes touchent à tout, même au chocolat. Rencontre à présent avec une jeune femme au parcours lui aussi très atypique. Née dans une famille de chocolatiers, elle décide de devenir psychologue. Aujourd'hui, elle a marié les deux, elle est spécialiste des grands crus de cacao et elle est chocologue. Un nouveau métier, un nouveau business, direction la banlieue parisienne. Vous allez prendre un carré de chaque bol et on va comparer en fait la couleur, on va comparer l'odeur, on va comparer le goût du chocolat. Séance dégustation.
autour du chocolat. Dans sa boutique parisienne, Victoire Finaz enseigne l'art et la manière de déguster. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va croquer dans la moitié du carré ou dans un petit morceau. Et ce petit morceau, vous allez en faire plein de petites billes dans la bouche. C'est-à-dire que vous allez croquer, et vous allez mâcher. Et tous ces petits grains, vous les faites rouler sur votre palais. Et on va garder le plus longtemps possible la tablette en bouche. À 34 ans, la jeune femme, psychologue de formation, est l'une des rares chocologues de France. Comprenez, une experte en chocolat. J'aimerais que vous puissiez me sortir cet ingrédient magique. Il y a un peu de poivre dedans. Moi, je dirais cannelle. Cannelle? Moi, je dirais bergamote. Non, c'est une fève de tonka. Ah. Une fois qu'on a goûté avec des chocolats où il y a beaucoup moins de sucre, on se sent moins saturé. Et puis en fait, je pense la notion d'écœurement face au chocolat, finalement, je pense qu'elle est énormément liée à la qualité du chocolat. Mais en fait, je me rends compte que j'y connais pas grand-chose et que ça s'apprend de déguster. Une fois par mois, l'atelier dégustation fait le plein. 60 € pour 2 heures de gourmandise, mais surtout de détente. C'est un atelier chocologie, mais pour moi, c'est peut-être la psychologue qui parle, mais c'est une pause sensorielle, c'est une pause de bien-être et j'espère que chacun est reparti nourri d'énergie, de son énergie enfouie, voilà, qui ressort avec cette dégustation. Au revoir Marc, merci beaucoup, à bientôt. Salut Camille, à bientôt. Au revoir. Bon, très bien. Le chocolat et Victoire, une histoire d'amour ancrée dans l'ADN. Arrière-petite-fille d'un chocolatier lyonnais, elle obtient son diplôme de psychologie avant de transformer sa passion pour le chocolat en métier. J'étais très gourmande de chocolat, bon toujours, je vous rassure, c'est pas parti ça. Et en fait, en faisant mes études de psycho, quand j'ai dû faire ma thèse, j'ai pris tout bêtement un sujet que j'adorais, donc le chocolat. Et c'est vrai qu'en faisant cette thèse, là, je suis vraiment rentrée dans l'univers de l'artisanat, dans l'univers de la qualité, du goût, et là, ça a changé ma vie, en fait. Alors, pour aiguiser ses papilles, la jeune femme rencontre les plus grands chocolatiers français. Devenue fin connaisseuse du produit, elle lance sa propre marque il y a 10 ans et continue aujourd'hui d'affiner sa manière de déguster le chocolat. C'est ça qui est magique, en fait, on voit que le palais évolue, se forme, c'est incroyable. Enfin, moi, je vois la façon dont j'ai évolué. Et en fait, je continue à apprendre, je continue à m'exercer et à devenir de plus en plus sensible. Sa cible, les cadeaux clients personnalisés à destination des entreprises plutôt spécialisées dans le luxe. Bonjour Hélène. Ça va? Bien, et toi? Oui, très bien, merci. Tu as fait bon voyage? Plusieurs fois par mois, Victoire Finaz se rend dans cette chocolaterie artisanale des Yvelines pour élaborer des chocolats sur mesure. Le client du jour, une agence de voyage haut de gamme. C'est vrai que l'idée de l'avion, je l'ai envoyée hier à minuit à Hélène. Et en fait, ce matin, j'arrive et je vois le petit Boeing en chocolat. Donc c'est vrai que c'est sympa de voir physiquement. J'avais moule en stock. Après, j'en ai un beaucoup plus grand, mais je pense que ça, ouais. c'est plus... Oui, parce que l'idée, c'est d'offrir vraiment un petit cadeau pour que les personnes repartent avec un souvenir. Moi, ce que j'adore dans la créa, c'est à chaque fois coller à l'univers du client. C'est-à-dire qu'en fait... Essayer de remonter un petit peu lourd. Quand on colle tout l'univers du client, donc leur visuel, leur logo, leur charte graphique, c'est qu'on puisse vraiment sortir un objet qui leur appartient et finalement, on se dit, c'est évident. Pas de limite de budget pour l'instant, alors les idées fusent. La chocolaterie offre le savoir-faire unique d'une peintre en chocolat. Pour suggérer la destination Afrique de l'agence de voyage, un lion est peint uniquement à la main sur cette boîte. Un travail d'orfèvre, facturé 40 € pièce en moyenne. C'est pas un calque et chaque dessin va être unique, même si on verra à chaque fois une tête de lion. Et donc, du coup, il y a un côté artisanal, artistique que j'adore. Et je trouve qu'il valorise vraiment la matière et le chocolat. Merci Hélène. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Merci. Reste désormais à convaincre les clients. Rendez-vous est pris le soir même aux portes de Paris. Face à Victoire, les dirigeantes de l'agence de voyage vont découvrir les choix de la chocologue. On est parti sur 3 thèmes. Et il y a un 4e surprise que je vais vous dévoiler après. Ah oui, ça serait très joli ça. Paris gagné, la directrice marketing et la fondatrice sont bluffées par le travail autour du chocolat.
c'est assez extraordinaire. Donc, et c'est vrai que ça colle parfaitement à ce que, aussi au message qu'on essaie de véhiculer, qui est on est des artisans, nous sommes des artisans du voyage, et ça c'est vraiment du pur artisanat, et ça colle bien avec notre façon de voir les choses. Mon métier, c'est vraiment de proposer différents savoir-faire. Déjà, c'est de dire tout est possible. Donc c'est de pas partir avec des freins, se dire voilà, là le brief il était assez vague quand j'ai vu Club Faune la semaine dernière, et je me suis autorisée toutes les pistes. Et l'idée c'est vraiment qu'on puisse réagir ensemble sur ces différentes pistes et qu'on puisse voir où est-ce qu'on peut aller au final. 150 exemplaires de cette petite boîte ronde avec le logo de l'entreprise devraient être commandés. Chaque année, Victoire Finaz engrange 300 000 € de chiffre d'affaires. Prochaine étape, développer sa marque auprès des particuliers et se tourner vers l'international. Vous l'avez compris, la filière chocolat regorge de personnalités hors du commun. Dans la dernière partie de cette émission, comme toujours, je vous propose de découvrir des entrepreneurs qui pensent les usages de demain. Et vous allez voir que le chocolat, lui aussi, est en passe de prendre notre statut. Plus qu'un plaisir gustatif, il deviendrait une œuvre d'art à part entière, vous verrez. Et aussi un essentiel pour une vie saine, équilibrée, éco-responsable et même engagée. On y va. C'est dans cette boutique parisienne que le chocolat est devenu résistant. Le cacao est ici directement apporté du Pérou, sans intermédiaire. Le chocolat est bio, vegan, sans beurre, sans gluten, sans sucre, sans lait, non torréfié mais fermenté. Ce qui s'appelle du chocolat cru. Un chocolat pointu jusqu'au boutiste, comme son créateur, Frédéric Marre. Bonjour Frédéric. Bonjour, bienvenue. J'en peux plus, j'ai presque pas envie de vous parler tellement ça sent bon. Ben, santé. C'est incroyable. Quelle odeur. Quelle odeur. Une des particularités ici, c'est qu'on broie dans des cuves qui sont ouvertes, non pas fermées, et ça permet d'évacuer beaucoup d'acides volatiles pour arriver aux saveurs les plus subtiles, les plus végétales du cacao, donc à l'état cru, sans la saveur de la torréfaction. Mais voilà, mon nouvel objectif, en fait, c'est 37,2. C'est de travailler à la température du corps en santé. Pourquoi? Parce que je trouve ça joli. Ah. Et parce que la torréfaction, c'est 160 degrés. D'accord? Mon corps, 20 minutes à 160 degrés, il est un peu en souffrance. Donc voilà, je pars du principe que j'ai pas envie d'infliger à ce que je mange ce que j'infligerai pas à mon corps. Là, j'ai qu'une envie, c'est y mettre le doigt. Hein. Alors le doigt, vous pouvez pas, mais sur la cuillère, vous pouvez. Faites pas berk, s'il vous plaît. Sinon, vous me virez. Ah. Ah si, quand même. Non, je fais pas berk. Non, je fais pas parce que vous mais il n'y a pas demandé. encore tous les ingrédients, en fait. Voilà. Donc il y a moins de sucre il est encore un petit peu et il y a encore granuleux. la granulosité, absolument. C'est plein de saveurs, là où je m'attendais pas à en trouver. Ah oui. Ouais. Et c'est plutôt pas mal du tout. Oui, et en mangeant plus, vous trouveriez même peut-être de l'énergie et de la joie. Parce que le principe, c'est que, voilà, avec ce mode de transformation accrue, l'idée, c'est de conserver au maximum tous les nutriments et la magie du cacao. Et vous, dans votre cacao, donc dans votre chocolat, Oui. Quelles sont les vertus finalement? Les trois pouvoirs les connus et reconnus du cacao, et donc d'autant plus du cacao cru, c'est effectivement le pouvoir antioxydant, qui sont liés à des antioxydants très particuliers qu'on appelle les OPC. L'autre intérêt, c'est la thérobronine. C'est ce qu'on appelle vulgairement la caféine du cacao. C'est le côté énergisant du cacao. Et ensuite, il y a la PEA, la phényléthylamine, qu'on appelle, on va dire, l'hormone du bonheur. D'accord ? C'est cette PEA qu'on produit, par exemple, quand on a un coup de foudre, quand on est amoureux. C'est la joie, en fait. D'accord ? Le cacao, c'est une protection globale de l'organisme. Plus on rajoute de choses avec le cacao, de process, de torréfaction, de cuisson, de protéines de lait, de sucre, plus on noie les vertus du cacao. Donc ça veut dire qu'on n'a rien compris au chocolat? Globalement, 95% du marché du chocolat, d'accord, du chocolat industriel, du chocolat du snacking, du chocolat des supermarchés, on va dire, oui, c'est un gros matou, quoi. Alors qu'à la base, le cacao, c'est un jaguar. C'est la puissance, c'est l'énergie, et le gros matou, c'est le confort et le sommeil. Une petite pique en apparence presque tendre, pourtant c'est bien plus que ça.
Frédéric Marre, il y a 10 ans encore, était concepteur d'aliments chimiques pour la grande distribution. Alors les coulisses des industriels, il les connaît par cœur. Avant, vous étiez dans la grande distribution. Effectivement, sur la première partie de ma vie, j'étais plutôt du côté obscur de la force. Sans le savoir d'ailleurs, je répondais à des cahiers des charges des industriels qui me demandaient de créer des produits pour des raisons techniques et économiques. Quels produits, genre? En l'occurrence, moi à l'époque, j'étais spécialisé dans les faux produits laitiers. C'est-à-dire qu'on fabriquait de la crème sans crème, on faisait des chantilly qui pouvaient résister au Moyen-Orient et que le soleil pouvait taper dessus sans que ça tombe. On faisait du fromage à pizza qui continuait à faire des fils, même en dessous de 30 degrés, pour que quand les pizzas arrivent livrées en plein hiver, ça continue à faire des fils. Donc voilà, j'étais dans cette dimension de répondre à des cahiers des charges d'industriels. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe à un moment où vous vous dites je veux plus faire ça, c'est pas normal, il y a un truc qui tourne pas rond? Petit à petit, on a vu quand même des études arriver des pays anglo-saxons, nord-américains, qui avaient une habitude de consommation de ces produits et qui ont commencé à faire des liens entre l'explosion de certaines maladies et la consommation d'acides gras trans et hydrogénés. Donc là, vous commencez à douter? Je commence quand même à me dire, waouh, c'est peut-être un peu limite ce que je fais. Et j'ai eu la chance de tomber malade, en fait. Et vous me le redites? J'ai eu la chance de tomber malade, en fait. Et donc de voir un petit peu, regarder un peu de plus près comment la maladie avait pu se provoquer en moi. En l'occurrence, c'était une maladie du ventre. Et donc, j'ai commencé effectivement à m'intéresser à tout ça, à me poser des questions et à remettre en question ma manière de m'alimenter. Et du coup aussi d'alimenter les autres. Donc, je me suis mis à recréer des produits, mais avec une dimension qui était de chercher en fait un point de convergence entre l'excellence gustative et nutritionnelle. Voilà. Et ensuite, j'ai rajouté l'éthique. Ça, c'est votre chemin. C'est mon chemin. 10 ans après avoir rapporté ses premières fèves du Pérou, seules 200 boutiques le distribuent. Un vrai choix. Frédéric a voulu prendre le temps de développer son produit sans pression. Son chiffre d'affaires actuel, 400 000 €. Il emploie 5 personnes. Pied de nez à sa vie d'avant, jusque-là, il a refusé toutes les propositions d'industriels. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il se sentirait prêt à passer à la vitesse supérieure et trouver des partenaires. Le chocolat comme fer de lance de la lutte contre la malbouffe et le grand capital. Avec l'homme que vous allez découvrir à présent, on en arriverait presque à ne plus le manger, ce chocolat. Lui le rêve dans les plus grands centres d'art. Il est sculpteur, il a 21 ans, direction la Corrèze. Des sculptures à croquer. 80 kilos de cacao pour Tom et Jerry, 150 à la pesée pour ce fameux monstre vert. Les thèmes sont légers, l'addition beaucoup moins, comptez de 10 à 25 000 € pour une pièce. La passion de Rachid Makcherad, un petit génie de la sculpture qui craque pour le chocolat. Ce qui me donne envie d'un chocolat, c'est de partir d'une fève de cacao à transformer cette fève de cacao et arriver à faire une sculpture. Et c'est ce qui me fait plaisir dans le chocolat. Le plaisir de créer, un peu comme il respire, un besoin presque impérieux pour ce sculpteur de 21 ans. Une œuvre tous les 4 mois, ici Geppetto et bientôt Pinocchio. J'adore travailler les souvenirs d'enfance. Vraiment, c'est le thème qui me plaît, c'est vraiment les souvenirs d'enfance, là où j'ai passé des bons moments, vraiment des moments magnifiques, donc c'est vraiment ça que je veux travailler. Sans formation artistique, cet autodidacte apprend pas à pas les gestes du sculpteur. Un travail de patience et de persévérance. Dans une pièce, je peux passer vraiment 80 heures de travail, mais c'est vraiment, je compte pas les heures, parce que c'est vraiment une passion, donc je prends vraiment du plaisir à pouvoir travailler le chocolat. Une passion récente pour ce jeune pâtissier, diplômé du centre de formation des apprentis de Sète. Rachid a découvert cette chocolaterie grâce aux réseaux sociaux. Pour travailler ici en Corrèze, il a tout quitté, Montpellier, sa famille. 2 ans plus tard, le voilà déjà chef pâtissier, sous ses ordres, 6 salariés. Il est passionné, ça nous motive, il est à fond dedans, donc nous, ça nous booste, quoi. Une pluie de louanges à laquelle s'associe son patron Bernard Besse. Membre honoraire de l'association Relais Dessert, cet artisan compte parmi les 100 meilleurs pâtissiers du monde. Son péché mignon, la sculpture en chocolat, un plaisir d'initié. Vous savez, faire de la pâtisserie, du chocolat,
Je dirais pas que c'est à la portée de tout le monde, c'est pas ça, mais je dirais c'est simple, on apprend, voilà. Alors que l'artistique, ça ne s'apprend pas, on l'a ou on l'a pas. Et c'est vrai que Rachid a ce petit truc artistique que d'autres n'auront jamais. Une discipline artistique gourmande en chocolat. Et à 60 € le kilo, ces pièces monumentales tutoient vite les 10 à 15 000 €. C'est un budget, certes, mais ça montre, je dirais, aux consommateurs que nous sommes des artisans. Nous travaillons de nos mains, donc avec cette matière qui est noble, chère. Mais ces pièces vont être exposées dans nos vitrines, donc tout le monde pourra les voir en passant. Les enfants pourront venir, je dirais, admirer le travail qui peut être fait avec le chocolat et anoblir notre métier. Donc pour nous, c'est de la communication. Poussière oblige, pas question de manger ni de vendre ces pièces de musée. L'image de marque de cette chocolaterie haut de gamme, presque incongrue à Trégnac, un bourg de 1200 âmes au cœur du Limousin. Cette boutique comme ça, dans un village, je trouve ça, j'ai l'impression d'être à Londres ou à Paris, ou tout ça, c'est vraiment festif pour moi, mais on vient régulièrement. Faire du luxe en milieu rural, c'est le pari de Bernard Besse. Héritier de 3 générations de pâtissiers, ce passionné a métamorphosé la boulangerie fondée par ses arrière-grands-parents en 1909. Un écrin pour des produits d'excellence, fèves de Colombie, vanille de Tahiti. Ici, les matières premières sont rigoureusement sélectionnées. Aujourd'hui, les personnes souhaitent manger peut-être moins, manger du bon, manger mieux, quoi. Même à la campagne. Mais surtout à la campagne, parce qu'on est plus proche de nos racines, donc on sait ce que veut dire des bonnes choses. Par fidélité familiale, Bernard Besse a choisi de maintenir la chocolaterie à Trégnac. Pour cela, il a fallu ouvrir 2 autres points de vente, à Brive et à Limoges, mais aussi oser des prix inhabituels à la campagne, près de 5 € le petit gâteau, 16 € les 100 grammes de chocolat. Avec 25 salariés et plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, le maître chocolatier a gagné son pari. Une réussite qu'il met à profit pour confier à son employé modèle les ficelles du métier, avec bienveillance et générosité. Je me retrouve en lui. C'est ce qui me donne également cette envie de lui transmettre tout ce que j'ai pu engranger depuis des années, des petits trucs, des coups de main, un savoir-faire, voilà. Parce que c'est ça la richesse, c'est de transmettre. Si on ne transmet pas son savoir-faire, il vient un moment où il n'y a plus de savoir-faire. Alors le chocolatier donne sans compter, secrets de fabrication et matières premières. Ici, Rachid a toute latitude pour créer des sculptures qui à terme seront refondues et remodelées selon l'inspiration du maître et de son digne héritier. Continue comme ça. Je serai peut-être plus là pour voir jusqu'où il ira, mais je crois qu'il ira loin. Je pense qu'on entendra parler de lui dans quelques temps. Voilà. Dans le petit monde de la chocolaterie artisanale, un grand nom ne se décrète pas. Il se dessine à force de travail et de talent. Et dans cet atelier du Limousin, l'un d'eux est patiemment en train d'éclore. Il a mangé des épinards, là. Allez, non, c'est pas Hulk, là. Il faut que tu me le... Voilà. Pour terminer cette émission, rencontre avec une femme qui, depuis près de 20 ans, réunit une fois par an à Paris la Planète Chocolat, dans le très célèbre Salon du Chocolat. Elle le décline aujourd'hui dans 60 pays. Sylvie Douce rentre tout juste du Japon, connaît par cœur la Chine, ses tout nouveaux amateurs de chocolat. Quel intérêt pour vous d'aller organiser des salons comme ça dans le monde entier? Vous gagnez de l'argent à chaque coup? Non, alors c'est une catastrophe d'ailleurs. En fait, de l'argent, on en a perdu quelquefois. Par exemple, quand on est allé en Chine, en Chine, on a investi 2-3 fois, on n'a jamais gagné d'argent. Et on compense avec des enveloppes. Vous y êtes allé trop tôt? Oui, vous avez raison, je pense que c'était trop tôt. Mais ils sont tellement passionnés par le luxe que ça peut représenter. Les Chinois adorent le luxe, surtout les jeunes, ils adorent le luxe français et ils adorent les accessoires des grandes marques. Pour eux, c'est un must.
Et le chocolat fait partie de ce must. Donc la porte d'entrée, ce sera ça. Oui. Le côté forcément, ça va marcher. Chocolat luxueux. Ça va matcher, comme disent les enfants. Mais bon, voilà, on est parti un peu tôt. Là, vous rentrez du Japon. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce pays? Le japonais considère que les chocolatiers, surtout les Français d'ailleurs, sont des stars. Et donc, ils sont pris en photo, ils dédicacent les tablettes, ils sont vraiment vénérés. C'est-à-dire que celui qui a l'art du savoir-faire au Japon est très très bien considéré. Parce que nous, en France aussi, on aime le produit bien mais fait. on le vénère mais on en reste pas au autant. produit. Oui, c'est ça. On est un peu dans le jeunisme encore en France. C'est pas encore, mais ça va venir parce que quand on a fait le salon du chocolat, on a exposé les chefs. Ils étaient enfermés dans leur laboratoire, dans leur atelier. On leur a donné la parole. Vous leur avez donné la parole, les télévisions. Vous avez fait des émissions autour d'eux. Vous les avez starisés. Et je pense que de plus en plus, les jeunes s'identifient à ces chefs qui sont beaux, talentueux, qui parlent bien, qui cuisinent bien. Aucun fils de chocolatier ou de pâtissier ne voulait reprendre l'affaire familiale. Maintenant, ils veulent tous être chocolatier-pâtissier. Et donc, c'est quoi la suite de l'histoire du chocolat? Ça va nous mener jusqu'où? Eh bien, parlons du chocolat français, puisqu'on parle du chocolat belge, on parle du chocolat suisse, parce qu'en Suisse, les Suisses ont des vaches, donc ils font du chocolat au lait, parce qu'ils ont tellement de lait qu'ils savent plus quoi en faire. Eh bien, nous, lançons le chocolat français. Nous avons une tradition extraordinaire de terroir en France. Nous parlons des crus de vin, des terroirs, des origines. Et c'est la même chose pour le chocolat. Nous avons cette expertise que n'ont pas tous les autres pays, parce que c'est notre ADN et c'est notre culture, c'est culturel. Et donc le prochain pays où vous avez envie d'aller, c'est on a envie d'aller au Moyen-Orient, et puis l'Inde après, mais bon, après il y a plein de pays, l'Australie, le Canada... Oui, le monde entier, quoi. Il y a beaucoup de terres inexploitées. Merci. Voilà, c'est la fin de notre voyage au cœur de ce nouveau marché du chocolat. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai bien l'impression que mon prochain petit carré de chocolat n'aura pas tout à fait la même saveur. Ce qui est certain, c'est qu'on se retrouve dans un mois pour une nouvelle plongée là où bat le cœur de l'économie. We are the same.